Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro et l'actualité des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, on a eu par exemple le PIB du troisième trimestre qui est plutôt resté stable. Malheureusement en France, augmentation du chômage. Pour les États-Unis, le shutdown est enfin terminé, mais l'administration américaine ne va pas publier les chiffres du mois d'octobre concernant l'emploi et ça pose énormément de questions. On verra aussi les anticipations pour le FOMC qui va se dérouler début décembre et ça bouge énormément pour ces anticipations de ces baisses de taux. On verra tout ça ensemble. Ensuite, on passera à l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades avec des nouvelles entrées cette semaine. J'ai toujours le BX4, Eramet, Imeris, Dassault Systèmes, Edenred, Mersenne, Ipsen, OP Mobility, l'ETF LVC à l'achat sur le CAC 40, Pernod Ricard. Et cette semaine, je suis rentré sur Christian Dior et Evans. On verra ensemble ce que j'attends de ces positions. Et pour terminer, trois sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, Renault, Accor et Société Générale. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. On va commencer avec la zone euro. Pas énormément d'actualité la semaine dernière. Je vous ai quand même mis le taux de chômage en France pour le troisième trimestre qui repart à la hausse. Comparé au deuxième trimestre où on était à 7,6%. On ressort pour ce T3 à 7,7%. Donc on prend la mauvaise direction. On verra bien sur le dernier trimestre si on va se rapprocher des 8% ou pas. Et surtout, affaire à suivre en 2026 sur ce chômage qui est quand même assez élevé en France. On a eu aussi l'inflation en France qui repart un peu à la baisse. On est ressorti à 0,9% en rythme annualisé pour le mois d'octobre. Au mois de septembre, on était à 1,2%. Donc, rien à signaler de ce côté-ci au niveau de l'inflation. Vous savez, mon point de vue, c'est plutôt logique qu'on ait une inflation plutôt faible en France parce qu'on a une économie plutôt faible. On a une consommation intérieure du pays plutôt aussi faible et un pétrole plutôt faible. Donc, ça serait très curieux que l'inflation reparte à la hausse. Donc, on est sur une petite inflation de 1%. Donc, rien de particulier de plus à dire. Le PIB, plutôt une bonne nouvelle parce qu'on ressort à 1,4%. C'était prévu 1,3% pour ce troisième trimestre en rythme annualisé pour la zone euro. Le T2, on était à 1,5%. Donc, voilà, c'est pas flamboyant, mais bon, l'Allemagne, la France, on tire plutôt la zone euro vers le bas. Heureusement qu'on a l'Italie ou encore l'Espagne pour avoir des bons PIB et ressortir avec un PIB pour le T3 à 1,4%. On verra bien aussi pour finir l'année et le T4 ce qui va suivre. En France, on va espérer sortir un budget, même si bon, ça va être compliqué, ça va être un peu du grand bricolage, je pense. Mais bon, on va espérer que l'année prochaine, l'économie française reparte. Au niveau de l'Allemagne, on a déjà vu la semaine dernière qu'on avait quand même plutôt des bonnes nouvelles d'une reprise économique, parce qu'il faut se rappeler la récession en Allemagne. Mais là, ça a l'air de vouloir repartir, donc c'est aussi plutôt une bonne nouvelle pour toute la zone
euros. Pour la semaine prochaine, je vous ai mis les PMI, donc il y aura évidemment les PMI de la France. On verra si on ressort encore les derniers, la lanterne rouge de la zone euro. Pour les PMI manufacturiers, 48,8 le mois dernier. Les PMI services, 48. On aura aussi tout ce qui est Allemagne et zone euro, mais je ne vous ai pas tout mis. On refera un point le week-end prochain sur ces PMI pour voir s'il y a des améliorations ou une rechute pour les pays comme l'Allemagne ou la France. Et on aura aussi l'inflation globale pour la zone euro pour le mois d'octobre. Donc les prévisions 2,1% pour l'inflation globale. On verra, on est toujours vers les 2%. Donc pour moi, ce n'est pas un danger, une inflation à 2%. Et l'inflation corps, qui je vous le rappelle, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie, qui devrait ressortir vers les 2,4%. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis, où on a eu beaucoup d'actualités, en commençant par ce shutdown qui est enfin terminé. Je vous rappelle que c'est un record de durée, je crois 41 jours de fermeture des administrations fédérales dites non essentielles. Mais je vous ai mis un petit résumé pour voir au niveau des chiffres. Alors je pense quand même à prendre avec des pincettes, mais bon, on voit quand même que pour l'économie américaine, ça n'a pas été quand même une bonne chose ce shutdown. On estime que l'arrêt a fait perdre environ 11 milliards de dollars d'activité économique permanente. Le rythme de croissance du PIB pour le 4e trimestre pourrait avoir été réduit d'environ 1,5 point de pourcentage à cause de ce shutdown. Donc ça fait énorme, 1,5 point. Ça va être intéressant de voir combien ce PIB du 4e trimestre va sortir. On a eu environ 670 000 fonctionnaires qui ont été mis en congé sans solde et environ 730 000 ont dû travailler sans être rémunérés pendant la période. Ça fait qu'environ 42 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire ont été affectées. Et bien évidemment, tout ce qui est le recueil de données économiques, qu'on parle de ça tous les week-ends, emploi, inflation, consommation, a été perturbé, ce qui rend l'évaluation de la conjoncture plus difficile pour la Réserve fédérale, la Fed, qui, je vous le rappelle, la prochaine réunion, ça sera mi-décembre. Et on a appris la semaine dernière que l'administration américaine n'allait pas nous donner les chiffres concernant l'emploi américain du mois d'octobre. Donc, on est dans le flou le plus complet. Pour les chiffres du mois de novembre, ça sera au mois de décembre. Donc, on navigue à vue. Et la Fed aussi. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interventions du board de la Fed. Il y a beaucoup de personnes qui sont pour une hausse, une baisse des taux directeurs, d'autres qui sont pour plutôt une pause parce qu'aucune visibilité, on ne sait pas au niveau de l'emploi américain où est-ce qu'on en est, le taux de chômage, etc. Donc c'est assez compliqué, assez bizarre même, j'ai envie de dire, mais c'est comme ça. Il y a aussi le secteur aérien qui a subi des annulations ou des retards de vol, plus de 10 000 vols annulés liés aux contrôleurs aériens non payés. Et je vous ai mis les anticipations du marché concernant les baisses de taux de la Fed. Au niveau de la date de la réunion, ça sera le 10 décembre. On voit très clairement que ça a énormément changé la semaine dernière. La semaine précédente, on était sur du 61% pour une baisse de taux de 25 points de base, 38% pour ne pas toucher au taux directeur. Et on voit que maintenant, on est plutôt sur du 54% pour une pause au niveau des taux directeurs et 45% pour une baisse de 25 points de base. Donc on est plutôt à l'équilibre. Ça va bien évidemment encore énormément bouger jusqu'au 10 décembre. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a aussi pas mal de volatilité sur le marché américain. Il faut ajouter à ça le shutdown, on en a parlé précédemment, et aussi beaucoup d'interrogations sur l'IA, parce que des sommes qui ont été investies par les entreprises qui sont des sommes colossales, et bien évidemment, beaucoup de questions sur retour sur investissement. Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va mettre plus de temps?
Voilà, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes sur le marché américain entre le shutdown, l'IA et la prochaine réunion de la Fed où on est maintenant presque sur du 50-50. Est-ce que les taux vont baisser de 25 points de base ou est-ce que on va avoir une pause pour finir cette année 2025? Donc beaucoup de volatilité. La semaine prochaine, je vous ai mis les PMI. On verra les PMI manufacturiers qui sont toujours assez solides, 52,5 le mois dernier. Les PMI composites, ils étaient à 54,6 et les PMI services 54,8 aux États-Unis. Donc on suivra ces chiffres la semaine prochaine. On passe maintenant au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre chaque week-end en commençant par le rendement obligataire du 10 ans français qui reste encore sous pression. Il est toujours, il n'arrive pas à baisser. On voit quand même cette semaine une mèche basse. On a quand même été jusqu'à 3,36. On repart à 3,45. Donc pour le moment en France, on a les discussions qui se poursuivent pour ce fameux budget 2026. Voilà, que dire, c'est du grand bricolage. Ça va passer au Sénat. Il va y avoir, je pense, beaucoup de choses qui vont être retoquées. Et puis après, on verra bien la suite des événements, la réforme des retraites, etc., etc. Pour le moment, le marché obligataire attend de voir la suite. Donc on verra bien si dans les prochaines semaines, est-ce que le rendement obligataire du 10 ans va casser les 3,60 et comme vous le savez pour moi, ça commencera à être dangereux. A contrario, si on casse l'oblique haussière et qu'on casse les 3,20, ça nous donnera un peu d'air pour la suite. Donc affaire à suivre. Au niveau du 10 ans allemand, il repart aussi un peu à la hausse. Mais bon, rien d'inquiétant pour le moment. Plus trop de grande volatilité. Donc, on verra bien aussi, surtout avec le spread avec la France. On verra peut-être le week-end prochain. Le 10 ans américain. Donc, le 10 ans américain, pareil, plus trop de volatilité. J'avais envie de vous parler aussi de cette histoire des tarifs douaniers de Trump qui pourraient être annulés par la justice américaine. Alors, j'ai deux sentiments sur ces tarifs s'ils sont annulés. Je vois que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui disent ça pourrait être cool que ces tarifs soient annulés et qu'on reparte comme avant. Mais le seul problème pour moi, c'est si ces tarifs devaient être annulés par la justice américaine, je pense que ça pourrait générer beaucoup de volatilité aussi sur les marchés parce que la dette aux États-Unis est aussi colossale. Donc, le plan de Trump, c'était que les autres pays, pour faire simple, payent ces tarifs douaniers. Et comme ça fait rentrer énormément d'argent aux États-Unis. Donc, pour le budget américain, etc., pour l'économie américaine et essayer de rapatrier aussi des entreprises sur le sol américain. Donc, pour les prévisions sur cette stratégie, si tout tombe à l'eau, j'ai bien peur que ça pourrait générer beaucoup de volatilité sur le rendement obligataire du 10 ans, qui, je vous le rappelle, avait une dette colossale aux États-Unis. Donc, affaire à suivre aussi sur cette histoire de tarifs douaniers, je vous dis qu'on n'est pas encore sorti de cette guerre commerciale et de cette histoire de tarifs douaniers de Trump. On passe au pétrole, rien à signaler cette semaine, il reste toujours au-dessus de ces 58,32, première zone pour moi de support, et si on retourne à 52, ça sentira peut-être pas très bon pour la suite au niveau du pétrole. Pour moi, ça pricera un fort ralentissement économique mondial, sauf si l'OPEP intervient, mais bon, on verra bien. Quelle évolution, toujours dans le canal baissier au niveau du pétrole. On est en données hebdomadaires comme d'habitude. Donc, pas vraiment de choses nouvelles cette semaine au niveau du pétrole. L'euro-dollar, l'euro-dollar, il est revenu la semaine dernière chercher sa polarité à 1,15. Là, il repart à la hausse.
Donc on verra bien par quel côté de cette phase de range, de latérisation, l'euro-dollar va sortir. Est-ce que l'euro va casser les 1,80 pour aller plus haut, ou est-ce qu'on va casser par le bas les 1,15? Donc on verra bien par quel côté ça va casser. Et on va terminer avec le S&P 500. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de volatilité cette semaine. On voit la bougie de cette semaine. On a été chercher en haut à 6871 points. On a été en bas à 6650 et on va sûrement finir la semaine avec un tout petit corps de bougie. Donc, c'est vraiment une bougie d'incertitude avec beaucoup de volatilité. Techniquement, il n'y a pas danger sur les réseaux sociaux quand ça perd 1-2%. J'ai l'impression qu'on va assister au crash du Covid ou même de 2008, voire des années 2000. Voilà, quand on voit la hausse depuis avril, même les 2 semaines précédentes, c'est pas non plus, ça s'affole pas non plus énormément sur le marché américain. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo. Je vous ai tracé ce petit support oblique haussier. Donc on verra bien. On voit quand même, séancement données quotidiennes, qu'on n'a plus trop de directionnel court terme. On est sur des niveaux d'octobre. Donc ça fait à peu près un mois qu'on n'avance plus au niveau du S&P 500, mais ça s'affole pas sur des prises de bénéfices. Donc j'ai l'impression qu'on respire dans le temps. Soit on peut respirer avec des prises de bénéfices appuyées, où là on respire sur un indice, une action au niveau du prix, donc une baisse assez prononcée pour après se stabiliser. Soit on peut respirer dans le temps, donc une phase latérale. C'est un peu mon sentiment sur le S&P, même s'il est encore haussier. Donc on verra bien. Techniquement, on avait cette zone. Voilà, on va sûrement clôturer vendredi soir cette semaine au-dessus de cette zone. J'ai tracé l'oblique haussière, donc on verra bien la suite des événements, mais on voit quand même que la semaine a été très volatile sur le marché américain. On voit des grandes bougies, moins 66. Là, aujourd'hui, on était très bas, on remonte très haut. Voilà, c'est assez volatile, donc beaucoup d'incertitudes. On passe maintenant à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 avec une bougie hebdo positif. On fait presque plus 3%, sachant que la semaine précédente, on avait fait moins 2. Donc, on repart à la hausse. Même si on marque une méchote sur cette fin de semaine, on a quand même fait un nouveau record durant la semaine. Donc, je suis plutôt positif sur ce CAC 40. Techniquement, il n'y a rien de dangereux pour le moment. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10. Le RSI est toujours dans la zone supérieure des 50. Donc voilà, par une petite méchote, mais pour moi, rien d'inquiétant. En hebdomadaire, j'ai envie de dire que tout roule pour le moment au niveau du CAC 40. Les niveaux, bien sûr, à la baisse, si on cassait les 7900 dans les semaines prochaines, ça m'inquiéterait un peu plus si le CAC 40 cassait cette zone des 7009, parce qu'on casserait la moyenne mobile 10 et l'avant en hebdomadaire. On se rapprocherait vers le support oblique haussier et on retournerait surtout dans cette zone de range qu'on a eu en long moment entre 7005 et 7009. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Quand on s'était vu, je vous avais dit qu'on était sur la zone clé. Donc, il fallait soit qu'on reparte à la hausse, et c'est ce qui s'est passé cette semaine, donc positif, ou soit on allait casser et retourner dans ce range entre 7005 et 7009 à la hausse. Bien sûr, la résistance, c'est un peu une zone entre 8160, 8160 et 8260. Donc voilà, on a la méchote, si on se met en ligne de clôture. Bon, là, on n'arrive pas vraiment à s'extraire, mais c'est quand même plutôt pas si mal que ça au niveau du CAC 40. En journalier, donc pour voir cette semaine, un peu de volatilité, même j'ai envie de dire beaucoup de volatilité, parce que on était donc lundi ici, vendredi de la semaine précédente, donc on était sur la zone clé pour moi à 7009, sur le support oblique haussier de ce canal. On flirtait avec la moyenne mobile 50, qui était déjà dernière fois
un support dynamique, ici aussi un support dynamique. Donc, on était pour moi à la croisée des chemins. Ça s'est bien passé la semaine parce que on accélère violemment la hausse lundi avec un gap haussier. Mardi, très belle journée. Mercredi aussi, où on fait un nouveau record en séance. Jeudi, on fait un record à 8313, après ça se replie. Et vendredi, gap baissier, grosse mèche basse, mais on rattrape bien en fin de séance pour clôturer pile au-dessus de ma zone qu'on avait vue la semaine dernière vers les 8170. Donc, pour conclure sur ce CAC 40, les zones, je les laisse telles quelles, hein. Si début de semaine prochaine, on arrive à combler le gap baissier de vendredi et retourner vers ces 8260 points, ça serait très positif. On pourrait continuer la hausse, un peu comme celle-ci, pour essayer d'aller chercher, pour moi, la dernière zone, le haut de ce canal haussier est vers les 8360 points. A contrario, si on a encore de la faiblesse, on verra à 8077. Et puis après, on a parlé des 7009 en données hebdo, etc. Donc attention à ce gap. Voilà les trois zones. Et puis on peut bien évidemment, si on a un peu de baisse de la volatilité aux États-Unis, naviguer entre 8167 et 8260 au niveau du CAC 40 RSI. Il est repassé au-dessus des 50, donc on est plutôt bien. Les moyennes mobiles, on est au-dessus de la 10 et de la 20. Et pour finir la semaine, on a fait une mèche basse. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille la semaine dernière. Un spread négatif de presque 2,5% par rapport au CAC 40. Le BX4, bien évidemment, pèse sur cette performance, sans compter aussi sur Edenred qui n'en finit pas de décevoir. On passe maintenant au suivi technique de mes trades, en commençant par mon BX4. Donc, je n'ai rien touché, bien évidemment, la semaine dernière au niveau du BX4. J'attends de voir la suite. À vous de voir si vous pensez que le CAC 40 ne va pas faire de nouveaux records, qu'on va soit peut-être latéraliser un certain temps ou même repartir à la baisse sur le CAC. Alors bien évidemment, il y a la stratégie de prendre du BX4, un stop, je mettrai sur des nouveaux records sur le CAC, donc un nouveau plus bas par ici, soit à peu près 4%. Et puis objectif, peut-être aller chercher l'oblique, la zone qu'on a vue ici, ce qui correspond à 0,70 sur le BX4. Voilà, ça nous fait un risque-récompense de 1. Pourquoi pas? Moi, ma stratégie, c'est d'attendre vraiment une grande faiblesse des indices pour vraiment reprendre du BX4, faire baisser mon PRU et voir la suite. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit sur le CAC 40, j'ai pas vraiment de signaux de faiblesse sur le CAC. Donc pas vraiment de signaux pour reprendre du BX4. Donc j'attends de voir la suite au niveau de ce CAC 40. On continue avec Eramet. Donc Eramet, on en a parlé le week-end dernier. On était pour moi sur une zone de grand danger, les 52,75, la moyenne mobile 200 journalière. Pour le moment, ça tient. Jeudi, on fait une belle bougie, plus 3. Vendredi, on reste flat avec une mèche basse. Donc maintenant, il faut vraiment repartir à la hausse pour Eramet, aller combler dans un premier temps ce gap baissier. Et pour ma part, peut-être me renforcer, faire un peu baisser mon PRU et espérer sur Eramet. Si on remet les retracements, voilà, on a fait un 61,8. Donc pour moi, c'est la dernière limite d'un retracement dans une potentielle tendance de hausse, hein. On peut très bien faire comme ça sur Eramet. Donc on verra. Ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui souhaiteraient rentrer sur Eramet. Pour moi, c'est ici, soit lundi, soit si on voit qu'on reste vers les 55, voire même qu'on va combler le gap baissier. La zone d'invalidation est assez simple. C'est en dessous des 52,75 parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies qui franchissent pas ces 52,75. Alors si malheureusement de la semaine prochaine on casse cette zone, bien évidemment on sera plutôt pour moi sur un schéma
impulsion baissière, pullback par ici, et on reprend la dynamique baissière et peut-être retour à la case départ sur presque les plus bas de cette année 2025 sur Eramet. Donc à vous de voir. Après, la stratégie, c'est déjà comme ça dans un premier temps. Risque récompense, un peu plus de 1, pourquoi pas. Et puis bien évidemment, si on a vu le schéma haussier comme celui-là, ça pourrait être encore mieux, mais bon, on n'en est pas encore là. Déjà retourner pour moi jusqu'à vers les 61 €, ça serait déjà très bien. Comme ça, je me rapprocherai de mon PRU, et ma stratégie sur Eramet maintenant, c'est essayer de reprendre. Le RSI est toujours faible, on est timidement au-dessus de la moyenne mobile 10, donc à suivre de très près la semaine prochaine. On passe à Emeris. Donc Emeris, elle a enfin cassé son range qui a duré très 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 longtemps depuis juillet jusqu'à hier. Elle l'a cassé par le haut. On s'est fait peur plusieurs fois vers les 21 € ici. On peut même ajuster. Et là, on a accéléré à la hausse. Donc maintenant, ma stratégie sur Emeris, c'est de reprendre du Emeris parce que je me suis laissé emporter aussi par la baisse. Mon PRU est extrêmement élevé à 31,26. Donc j'aimerais me renforcer, essayer qu'Imeris, dans un premier temps, aille combler ce gap. Attention, on a une oblique baissière sur Emeris, donc on verra bien si dans les prochains jours elle arrive à retourner par ici et voir ce qui se passe. Peut-être moyenne mobile 200, ça pourrait être intéressant sur Emeris. On a eu le premier signal vraiment encourageant jeudi avec ce passage de range par le haut. Donc là, c'est pareil pour les personnes intéressées par Emeris. C'est assez, j'ai envie de dire, assez simple d'avoir un scénario à l'achat. C'est prendre position par ici, soit avec une petite belle, j'en sais rien, mais la zone d'invalidation, je la mettrai au milieu de ce range, parce que si on retourne dans les prochains jours par ici, là, ça signifiera qu'on aura eu un bull trap de 2 jours, jeudi, vendredi, et qu'on retourne. Et puis, la plupart du temps, qu'on retourne dans cette zone qui a été accumulée depuis de longues semaines, même 2 mois, depuis août. Donc là, on retournerait rapidement à 20,80 et c'est pas exclu qu'on casse tout. Donc je reste attentif. À vous de voir. Si on regarde la hauteur de ce range et qu'on réplique, ça nous donne à peu près l'oblique baissière, le gap, et pourquoi pas aller combler le gap. Donc à vous de voir tout ça. Mais on a eu la sortie par le haut enfin de ce range par Emeris, donc ça ferait avec une zone comme ça d'à peu près peut-être 2. Ça peut être intéressant d'aller chercher de risque récompense de presque 2 sur Emeris, ça les 10% pour 5. Donc à vous à surveiller de près si elle vous intéresse, début de semaine prochaine. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est très timide. Ça peine. Le point positif de la semaine, c'est qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 10, mais très timide. Très timide. Je pensais qu'on aurait pu aller un peu plus haut. On verra. J'attends de voir la suite. Ce que j'aimerais sur Emeris, sur Dassault Systèmes, c'est si on regarde les retracements, revenir par ici, après voir ce qui se passe, mais faire l'impulsion baissière, revenir peut-être chercher le gap, et après soit on rechute, soit on se stabilise sous le gap et on rentre dedans. Mais au moins pour mon trade, revenir par ici, ça me ferait que une moyenne attente de presque de 10%, et ça serait peut-être pour moi aussi le moment de couper les pertes sur Dassault Systèmes. Là, on est quand même loin. On est à 20%. C'est pas exclu qu'elle baisse encore plus bas. Mais bon, on verra. Pour les personnes intéressées, c'est une stratégie contrarienne. Si on repasse au-dessus des plus hauts de la semaine dernière, donc jeudi vers les 24,47, voilà, pourquoi pas prendre position. Le stop sous les plus bas du jeudi, là, du vendredi 7 novembre, et puis objectif, aller chercher la zone de la polarité vers les 26,50, donc qui était support et qui revient au gap baissier du 23 octobre. Donc un risque récompense d'environ 1, pourquoi pas, mais bon, c'est une stratégie contrarienne sur
sur une tendance baissière. On voit que le RSI ressort juste de la zone de survente. Voilà, c'est quand même très très poussif sur Dassault Systèmes, donc on va bien voir ce qui va se passer la semaine prochaine. On continue avec Edenred. Donc Edenred, encore un gadin, hein, un gadin cette semaine. Voilà, on chute, on n'arrive pas à se raccrocher. On avait ici la bougie du 11 novembre, où on était sur la zone, mais malheureusement le lendemain, on a eu une news concernant le Brésil. Ça n'a pas plu au marché. Alors on a quand même été jusqu'à 18,74 €. Après, on est remonté avec une belle bougie, on remonte à 20,27. Le lendemain, on fait une méchote, on comble le gap qui était ici, hein, le gap baissier. Je pensais qu'on avait assisté à un sell-off, une purge sur la journée de mercredi, parce que vous voyez les volumes extrêmement élevés, hein. Je vous rappelle que j'ai mis une petite moyenne mobile sur les volumes qui représentent les 2 derniers mois des volumes moyens. Donc là, on était sur un volume journalier de 5 fois les volumes moyens. Donc ça me faisait penser à une sorte de purge, de sell-off, surtout que le lendemain, on comble le gap, le gap baissier. Donc c'est souvent le cas quand on a une forte chute depuis ici, hein, ça fait quand même une belle chute de presque 30%. On peut avoir une dernière push pour repartir, sauf que malheureusement, vendredi, ça repart encore à la baisse. Donc ça continue de vendre sur Edenred, et plus personne n'en veut. Donc ma stratégie de sell-off, pour le moment, elle est pas top. Elle est pas top. Je suis toujours dedans. Donc on peut le laisser, même ce gap, parce que on fait une méchote dedans. J'aime bien, j'enlève les gaps quand on a des clôtures journalières au-dessus des gaps. Donc on voit que ce gap baissier a généré des ventes et des prises de profit sur la journée précédente, quoi. Donc ça reste pas beaucoup en position sur Edenred. On en est là. Que faire? Pas grand-chose, hein. On va regarder, espérer un petit rebond, quelque chose. Pour les personnes intéressées, il y a, il y a aucune chose, il y a rien de positif sur Edenred, malheureusement. On creuse, on n'a rien, pas de stabilisation, les moyennes mobiles toutes baissières, RSI même pas encore en zone de survente. Donc j'ai envie de dire grande prudence pour la suite au niveau d'Edenred. On continue avec Mersen. Donc Mersen, il y a du mieux. On essaye de relever la tête avec, par exemple, la bougie de vendredi, elle est pas mal, plus 1,62. On repasse bien au-dessus de la moyenne mobile 10. Maintenant, on se code sur la moyenne mobile 200. C'est un peu comme Dassault Systèmes. Ça peine, mais Mersen est quand même plus forte que Dassault Systèmes. On va voir la suite. Ce qui serait intéressant sur Mersen, c'est de rallier cette zone de résistance des 22,80, qui est une très grosse zone de polarité, hein. Si on reprend un peu de recul, c'était une résistance déjà en février, mars, juin. On s'est bien débarrassé de cette résistance le 31 juillet, et la polarité est devenue support. Là, on a tout cassé par le bas. Donc à voir si on y retourne dans les prochains jours, et voir surtout la réaction du marché vers cette zone. Ma stratégie sur Mersen, c'est de voir si elle retourne par là, si on arrive à se stabiliser et casser, et peut-être pour moi en reprendre, faire un peu baisser mon PRU et essayer de repasser dans le positif. Ça serait vraiment, vraiment cool. Mais on peut très bien aussi avoir ce scénario, hein, et reprise de la baisse, parce que il y a eu un tel préjudice technique qu'on n'est pas à l'abri d'une reprise de la baisse. Le RSI, on est toujours en dessous des 50. Les moyennes mobiles, à part la 10 qui est sous les courbes, les autres arrivent toutes baissières. Et la 200 plate. Donc à voir pour les personnes intéressées. C'est compliqué, hein, prendre position là, mettre un stop par ici, ça fait 8%. Pour aller haut, ici déjà, comme c'est la polarité, ça peut repartir à la baisse. Donc le timing n'est pas bon. Plutôt attendre la construction, si il y a une construction vers la résistance,
vers aux alentours des 23 € au niveau de Mersenne. On continue avec Ipsen. Donc Ipsen, très 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 belle semaine sur Ipsen. On casse encore une résistance. Donc tout roule, hein. On accélère, on a très bien accéléré lundi. On a commencé la semaine où on était bloqué la semaine précédente sous les 123,60. Et voilà, c'est ça que j'aime pas. J'aime bien que je vous parle de rester, de travailler la résistance. C'est ce qui s'est passé sur Ipsen pendant 1, 2, 3, 4 jours. On se stabilise sous cette résistance des 123,60 et après, on accélère vraiment à la hausse. Donc les 23,60, je vous rappelle, la résistance de mai 2024, de janvier 2025. Et on a bien travaillé la zone pour après accélérer et on est de retour vers les 130. Là, on s'est stabilisé aussi 2 jours et ça repart. C'est reparti vendredi, donc c'est positif. Là, j'accompagne le trade, le RSI à rentrer en zone de surachat. J'aurais bien aimé reprendre du Ipsen, mais bon, le timing n'est plus bon. Parce que là, ça va être compliqué de reprendre. Soit on baisse, soit il y a une stratégie plutôt moyen terme. On peut revenir là pour repartir. Mais pour moi, peut-être encaisser des gains. Ça serait toujours intéressant, surtout quand je me traîne du Edenred, Dassault Systèmes et j'en passe. Voilà, si j'arrive à encaisser 8-10% sur Ipsen, ça sera toujours ça de prix. Moyenne mobile très positive, 10, 20, 50, 200 haussière. Le RSI, on en a parlé en zone de surachat. Donc pour les personnes intéressées par Ipsen court terme, malheureusement, je pense que le train est parti. On verra si on a des constructions. On peut très bien avoir aussi une petite construction sous forme de drapeau pour repartir. On va bien voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Ipsen et on en reparlera le week-end prochain. Rapidement, comme on a cassé les 130, où est-ce qu'on pourra aller sur Ipsen? Sur Ipsen, on est pas mal, hein. Pas mal. Les records absolus, c'est là. 153. Est-ce qu'on va avoir des zones ici en ce moment? On est sur une zone. On peut être 140. Rapidement, en hebdo. On va zoomer tout ça. Ouais, là, on a une polarité en hebdomadaire. Mais bon, ça date de 2018. Voilà, on voit la zone des 131. On voit la zone des 131 où on est. Après, on a mis la zone des 140. Et 153. Hop. Voilà. On a identifié des zones. On verra bien ce qui va se passer si on arrive à 137. Ce qui va se passer. 143. Bon, on va à 153. Bon, c'est encore très loin, mais bon. On va laisser les zones et puis on verra bien la suite au niveau d'Ipsen. On continue avec OP Mobility. Donc OP Mobility, je fais un peu de ménage pour y voir un peu mieux. Donc OP Mobility. Voilà, donc cette semaine, pas mal de volatilité, des mèches, de l'incertitude. Mèche shot jeudi, vendredi, on revient mêcher encore la polarité. Donc on est sur la phase attentiste. On a eu une belle hausse, un contre-pied, et là on est à plat. Si on se met en ligne de clôture, on voit que ça baisse pas vraiment, mais ça remonte pas. Donc je laisse faire sur OP Mobility. On voit que le RSI, ça fait quelques jours qui flirte avec les 50. Les moyennes mobiles 10-20 sont au même endroit. Il nous reste là 50 en support dynamique où à chaque fois on fait des mèches dessus. Ici on fait une mèche basse, ici on fait une mèche basse et vendredi une mèche basse. Donc ça serait intéressant de repartir à la hausse sur OP Mobility. J'ai toujours un support oblique haussier en dernier, on va dire, en dernier recours. Mais bon, la zone première à surveiller, c'est les 14 €. Pour le moment, on tient au-dessus. Donc, c'est plutôt positif. On patiente tranquillement. C'est pour les personnes intéressées, il y a toujours un peu le même scénario que moi. J'avais pris ici à 14,57 sur OP Mobility. Donc, voilà, un risque récompense de 1. Mon objectif, ça serait d'aller à 16.
à peu près 16 € et de continuer la dynamique haussière qui est plutôt intéressante sur OP Mobility. Là, on attend la suite. À vous de voir. Moi, ce que j'attends, c'est peut-être de me renforcer, soit si on repart lundi et peut-être remonter un peu mon stop ici. Donc, à voir la semaine prochaine comment ça va se passer au niveau d'OP Mobility. On continue avec l'achat sur le CAC 40 via l'ETF là, le LVC. Donc depuis le 4 novembre, voilà, on était revenu sur la zone de polarité. J'avais payé, j'avais indiqué ma zone d'invalidation vers les 41,25 €. On s'est fait peur le vendredi. On en a parlé aussi sur le CAC 40. Et puis après, c'est bien reparti à la hausse. Je laisse encore, j'ai hésité pour encaisser sur la bougie de vendredi, j'aurais pu encaisser 2-3%, mais bon, ça c'est plutôt bien fini vendredi. J'attends et pourquoi pas me renforcer sur ce ETF et essayer d'aller, comme on a vu le CAC 40, avoir un scénario comme ça, essayer d'aller un peu plus haut, chercher des records sur le CAC et pour encaisser ce trade. On verra. Pour les personnes intéressées pour se positionner sur le CAC 40, pourquoi pas. Si par exemple la semaine prochaine on arrive à combler ce gap baissier, on aurait peut-être une stratégie comme celle-ci et aller faire un nouveau record avec l'oblique qu'on a vu sur le CAC 40, à peu près comme ça, voilà. Donc aller chercher par ici. À vous de voir, pourquoi pas, peut-être encore du potentiel de hausse sur le CAC 40, si les indices américains arrivent à se tenir. Mais attention, parce que plus on va se rapprocher du FOMC et de début décembre avec les stats, etc., qui vont revenir, ça peut partir dans tous les sens, bien évidemment. Pour le moment, je garde tranquillement. Ma stratégie, c'est peut-être de reprendre pour essayer d'aller chercher les 46 € là sur cet ETF. On continue avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, elle me déçoit énormément. On est retourné à la baisse. On est dans ma zone d'invalidation sur ce trade. Voilà, elle n'y arrive pas. Hein. Pernod Ricard, elle n'y arrive pas. Là, est-ce qu'on va faire la même chose? Là, donc forte baisse. On a eu un double creux. On a été chercher les 80, à peu près 90. Là, forte baisse. Donc j'ai commencé le trade le 5 novembre. Sauf que là, on est revenu dangereusement. Là, on rebondit malgré en plus un CAC 40 qui est plutôt pas mal cette semaine. Mais après, on voit les bougies rouges. Malheureusement, sont avec des beaux corps de bougies, hein, comparé aux bougies vertes où on voit que c'est poussif. Là, on voit jeudi, moins 70, là, moins 1, et vendredi, on limite la casse avec un moins 0,54. Donc, c'est pas top. Est-ce qu'on va avoir une sorte de double creux encore? On verra. De toute façon, moi, on est dans ma zone. Si lundi, ça repart à la baisse sur Pernod Ricard, peut-être que j'encaisserai mes pertes, sur à peu près 4-5% de pertes, et puis voilà, on ira voir ailleurs. Elle est faible, hein. On est sur la zone, hein. C'est une très très belle zone, mais ça veut pas en hebdomadaire. On est sur la zone des 82. Voilà, c'est les points bas d'avril, mais techniquement c'est très très poussif. On est en dessous de la moyenne mobile 10, 20, 50 en hebdo. En journalier, on repasse en dessous aussi des moyennes mobiles, donc on n'y arrive pas sur Pernod Ricard, même en ligne de clôture. À vous de voir, hein. Si vous pensez qu'elle va enfin se réveiller, pourquoi pas attendre la semaine prochaine si on repart à la hausse et avoir ce double creux, donc attendre qu'elle revienne un peu vers Montpellier à 85 et puis jouer le double creux et d'aller là-bas. Pourquoi pas, elle va peut-être y arriver, on verra, mais pour moi on est à la très très grande limite sur ce trade, donc affaire à suivre la semaine prochaine. On passe maintenant à Christian Dior. Donc une nouvelle entrée la semaine, le mardi 11 novembre sur Christian Dior. Donc pourquoi Christian Dior? C'est à peu près
c'est à peu près le même graphique que LVMH, parce que parce que LVMH, je l'ai déjà dans mon portefeuille PEA long terme à dividende, et comme je trouve que le luxe se comporte très bien là ces dernières semaines, même ces derniers jours. C'est un peu ce qui tient le CAC 40 à flot. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé que LVMH était très bien techniquement. Donc comme je l'ai déjà dans mon portefeuille long terme à dividende, je me suis dit bon je vais prendre des actions de Christian Dior. Donc voilà. Donc la stratégie, c'est déjà, si on regarde en hebdo, c'est vraiment une très belle hausse, hein. Très belle hausse depuis les plus bas de août, hein. On est au-dessus des moyennes mobiles en hebdo 10, 20, 50. Il nous reste la 200 qui passe vers les 641 euros. On verra bien. En données quotidiennes, on a eu un beau drapeau. Donc on se rappelle ici donc une hausse. On travaille la moyenne mobile 200 journalière. Et là, un beau gap haussier le 15 octobre. On va chercher les 180. On se met sous forme d'un petit drapeau. Et le petit drapeau a été cassé le lundi 10 novembre. Et ça a confirmé le 11 novembre sur Dior. Peut-être un peu tard, la prise de position, c'était mardi à 596 euros, mais on verra bien. Ma stratégie, c'est assez simple, c'est ici ma zone d'invalidation par ici. Si on revenait déjà en dessous des 180, ça serait pas bon signe. On repasserait en dessous de la moyenne mobile 10 et de la 20. On invaliderait la belle bougie du 11 novembre. Et après, on reviendrait peut-être combler le gap baissier. Et puis après, il nous restera la zone de support à 555. Mais bon, autant peut-être sortir de ce trade. Donc voilà mon objectif 641. On a vu la moyenne mobile 200 en hebdomadaire sur Dior. Donc ça nous fait un risque de presque un risque récompense de presque 1,5 sur ce trade. Voilà mon scénario. On verra. Pour le moment, fin de semaine, on fait une mèche haute jeudi, mèche basse vendredi, donc affaire à suivre lundi. Voilà, donc il est plutôt bien orienté, le RSI est fort. Les moyennes mobiles, elles ont croisé à la hausse la 50 avec la 200, donc une croix dorée il y a quelques jours. Après, c'est à vous de voir. Peut-être pour vous, se lancer sur LVMH, qui est à peu près la même configuration graphique que Dior. Mais comme je vous l'ai dit, comme je l'ai déjà LVMH, j'ai pris Dior. Donc, je vais vous la faire suivre comme d'habitude sur mon Twitter. Et le week-end prochain pour refaire un point, pour en reprendre, pourquoi pas reprendre du Dior si ça se stabilise ou si ça veut repartir. Pourquoi pas accumuler du Dior, monter mon stop. Voilà. Pour moi, peut-être du potentiel encore de hausse sur tout ce qui est valeur du luxe et LVMH et Dior. Et on va finir avec Evans. Donc Evans aussi pris cette semaine. J'ai pris position jeudi sur Evans à 11,26 € au niveau du PRU. Alors Evans, si on se met en hebdo, voilà, donc Evans en hebdo, une belle zone ici. Voilà, marquer quelques zones en hebdo. Donc Evans, quand même, c'est une très belle progression cette année, hein. On est sur une progression de 85% depuis le début de l'année. Donc ce n'est pas rien. On va croiser à la hausse la moyenne mobile 50 hebdo avec la 200. Donc on appelle ça une croix dorée. Donc c'est toujours bon signe quand ça croise à la hausse. On va avoir la moyenne mobile 10, 20, 50 et 200 qui vont bien être sous les cours. Si on dézoome un peu, on voit que déjà ça date que de 2017, la cotation de Evans. Et on est bien parti en hebdo, en données quotidiennes. Donc on retrouve notre belle hausse. On trouve aussi une hausse bien construite, hein, le 7 avril. Donc là on se stabilise. On part au-dessus de la moyenne mobile 50. On fait des phases de stabilisation pour après repartir. Et donc Evans, ce que j'ai bien aimé, c'est le gap haussier du 30 octobre, je crois, suite à ces résultats, donc plus 11%. En plus, on fait une mèche basse,
On va chercher, j'ai réussi à tracer une oblique sur une sorte de canal haussier en résistance. On va chercher l'oblique, on se replie et la bougie du 7 novembre, là, on retourne pile sur le haut du gap haussier et on repart à la hausse. Donc au niveau des retracements de Fibo, c'est déjà intéressant. On va chercher à peu près entre les 50 et 61,8 et ça repart à la hausse. Au niveau du RSI, c'est aussi intéressant parce qu'on va chercher la polarité des 50 et on repart à la hausse. Et plus, on va dire, la polarité horizontale vers les 11 €. On repasse au-dessus sur la bougie de mercredi. Donc, j'ai pris position jeudi, même si on fait une méchode sur la journée de jeudi. Mais après, vendredi, on fait une petite baisse. Donc, on verra la suite sur Evans, la stratégie, donc mon PRUSI, mon stop, ma zone d'invalidation par ici. Parce que si la semaine prochaine, on retourne dans ce gap, la stratégie est caduque, hein, et on pourra peut-être avoir une stratégie de impulsion baissière, pullback dans de l'impulsion baissière, et puis on va peut-être après aller chercher les 10 €. Et pour moi, c'est pas mon scénario, c'est plutôt ce scénario, aller chercher 6-7%, les 12 €. Le risque récompense est d'environ 1. Et après, on verra bien, hein, si la dynamique haussière continue, on peut aller encore plus haut. Mais voilà pour le moment sur Evans. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent très intéressantes à suivre la semaine prochaine. On va commencer avec Renault. Donc Renault, déjà, on va se mettre en hebdo pour voir qu'en hebdomadaire, on a fait quand même une belle semaine, hein, presque plus 7, plus 6,5. Donc c'est pas rien quand même pour Renault. On voit que techniquement, on revient vers une zone par ici pour moi de résistance. Si on se met en ligne de clôture, on est au-dessus, mais on est vers les 36,40. Si on se met aussi en ligne de clôture, on voit qu'on est plutôt bien orienté, hein. On fait une hausse, on fait une respiration, et là, ça a l'air de vouloir repartir sur Renault. Alors attention, en hebdo, on a la moyenne mobile qui est pas très loin, sachant que la moyenne mobile 200 hebdo avait déjà joué rôle de support dynamique ici, que là on l'a cassé. Donc à voir si elle joue maintenant un rôle de résistance dynamique en données quotidiennes. Donc Renault, ce que j'aime bien, c'est que la belle bougie, même un gap ici, qui est toujours il est intéressant ce gap. Donc on a une belle bougie le 11 novembre, très belle, plus 3%, un beau Marubozu. Le lendemain, mercredi, on fait un gap haussier. Là, on va dans le gros gap baissier, hein. Faut se rappeler du 16 juillet, on fait presque moins 20% avec un énorme gap baissier. Donc, à voir la suite sur Renault. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est au-dessus des moyennes mobiles 10, 20, 50, que la 200 est encore assez loin en données quotidiennes, et que on a une zone ici à 34,52 d'invalidation pour se lancer dans Renault. Pourquoi ? Parce que si dans les prochains jours on repart à la baisse et on retourne en dessous des 34,52 après la belle bougie du 11 novembre, sachant que au niveau des volumes, c'est pas si mal que ça, hein. Le 11 novembre, c'était férié, on fait la moyenne des volumes sur Renault. Le 12 novembre, on fait des volumes un peu plus élevés que la moyenne, donc elle est recherchée en ce moment, Renault. Donc voilà, donc le stop pour ce scénario, je le mettrai sous la bougie de mardi, donc par ici, donc à peu près entre 5 et 6% de stop, et puis objectif, aller dans ce gap, aller chercher peut-être les 41. Si on mesure un peu, si on considère que cette zone, c'est un peu un range sur Renault, on peut mesurer et répliquer, ça nous fait le même objectif. Donc j'avais envie de vous la partager. Le secteur un peu en difficulté, mais on pourrait peut-être avoir des flux sur le secteur automobile, et Renault, je la trouve intéressante techniquement. Donc je vais vous la faire suivre la semaine prochaine, voir ce qui va se passer, et si je prends position, évidemment, je vous partagerai tout ça sur mon Twitter. Le RSI aussi est plutôt pas mal.
Il est entre la zone des 50 et la zone de surachat. Donc, pour Renault, si ça repart la semaine prochaine, et on pourrait aussi avoir comme stratégie, si on arrivait à bien repartir, avoir un stop encore plus court sous la bougie de vendredi, avec le gap qui est toujours ouvert du mercredi, donc un stop à 5% pour aller chercher là-bas presque 9%, donc un meilleur risque récompense. Donc à suivre de très près Renault début de semaine prochaine. On continue avec Accor. Alors Accor, on va rapidement se mettre en hebdo pour voir où est-ce qu'on en est. Donc Accor. Hop. Donc Accor en données hebdo, on a bien breaké la zone des 45,22 €, qui était une zone de polarité, dernière résistance. Depuis, on a fait l'impulsion baissière, le pullback sur cette zone des 45,22 qui a joué rôle de résistance. On a été chercher la zone vers les 40 €, on s'est stabilisé et on est reparti à la hausse. Donc on a invalidé la semaine du 25 août sur Accor, on s'est stabilisé et la semaine dernière on était pile sur les 45,22 et là cette fois on invalide la tendance baissière parce que on est le dernier creux dans la baisse c'était à 45, on a été chercher là et maintenant on est à 46, donc c'est plutôt positif sur Accor. En données quotidiennes pour voir de plus près, on a pas mal de gaps. Alors on a ce gap haussier du 24 octobre, donc qui est assez intéressant, surtout que la construction est intéressante. Donc on a vu la forte baisse, la phase de stabilisation, l'impulsion haussière, le pullback. On s'est stabilisé 2-3 jours vers les 45,22 et là on a accéléré sur la bougie de lundi. On est revenu chercher la moyenne mobile 10 sur la journée de vendredi. Donc ce qui est intéressant sur Accor, c'est pareil, on a notre zone d'invalidation. Pour moi, Accor, soit on se met assez court, ça veut dire sous la mèche de vendredi et se dire déjà si on repasse en dessous des 45 €, c'est pas bon. Soit on se met un peu plus de largesse, on va dire, dans ce gap haussier avec les deux bougies du 31 octobre et du 3 novembre ici. Donc si bien évidemment Accor revenait là-dedans, pour moi c'est pas bon. Techniquement on repart dans cette phase de forte volatilité qu'on avait eue. On repasse en dessous des moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 pardon. Donc voilà, le scénario à la hausse est complètement caduque. Et pour aller chercher dans un premier temps peut-être le comblement du gap, et pourquoi pas aller chercher les 50,52 €, grosse résistance sur Accor, risque récompense 1,38, ou sinon on est vraiment sur vraiment court terme et on se met un stop ici, objectif dans un premier temps ici en 28. Voilà, donc à vous de voir, à voir si elle vous intéresse, et déjà on peut déjà voir début de semaine prochaine quel gap sera comblé en premier. Est-ce que lundi on va aller combler le gap baissier de vendredi? Donc là ça sera un signal de force et on pourrait être encore plus agressif et se dire qu'il ne faut pas que le gap haussier du 10 novembre soit comblé. Donc un peu cette stratégie. Et puis bien évidemment si on va là-haut, ça sera encore meilleur. Mais bon. Pardon, si on retourne là-haut. Voilà. Ça ferait presque un risque récompense de 2. Donc j'avais envie de vous la partager, de la suivre. Pour le moment, techniquement, c'est pas mal. Court terme, 10, 20 haussière. La 200 va s'aplatir. Et la 50 est bien en dessous. RSI, on était en zone de surachat, il se replie un petit peu. Donc curieux de voir au niveau aussi de tous ces gaps, lesquels Accor va aller combler en premier. Et on va finir avec Société Générale. Alors Société Générale, en hebdomadaire, elle est très forte. Elle est très forte, mais elle est dans la phase de respiration, de latéralisation entre 52 et 59. On voit très clairement. Cette semaine, on fait une mèche haute. Donc ce que j'aime bien en données quotidiennes, c'est si on revient vers les 56, on peut avoir un scénario
dans un premier temps, retour vers les 50%, 61,8 non, 50% de retracement de Fibo de l'impulsion haussière. Et on pourrait avoir un scénario si on revenait par ici, premier temps aller à 59 et puis après casser, et si on réplique le range, aller à 66 à peu près. Voilà. Ou sinon, on repart directement à la hausse. C'est le scénario sur force, prendre position. Moi, je mettrais une zone d'invalidation sous cette zone, milieu de range, en plus qui était plutôt une belle polarité. Et objectif là-haut, il se récompense à peu près de 1. Pourquoi pas? On va voir. Société Générale, elle pourrait encore aller vers le nord. Les moyennes mobiles sont bien orientées, 10, 20, 50, 200 haussières. Le RSI, c'est un petit peu replié, mais il pourrait repartir. Donc j'ai envie de voir si elle va retourner vers les 56 euros ou si elle va recasser la zone vers les 60 euros pour s'extraire de cette longue phase de stabilisation sous forme de range au niveau de Société Générale. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse économique et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!